Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre comme tous les soirs. Depuis lundi, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous parlons de quoi? Nous parlons de tout ce qui rythme la vie économique, sociale et politique de notre très cher pays. Et vous le savez, ça se passe avec moi-même et bien sûr, Christelle Melech qui est là avec nous. Bonsoir André, comment vas-tu? Ça va très bien. J'espère que vous allez bien. Encore un rendez-vous pour parler d'actualité de notre pays, aussi un regard à l'extérieur. Mais on va mettre cela en musique après ceci. La première actu à décrypter, nous allons nous rendre à Niangban, un village de Djébonois, près de Boaké, là où on a des enfants de 5 à 12 ans qui sont décédés après avoir consommé une bouillie selon des témoins. La tragédie est survenue le 17 septembre dernier de sources hospitalières. De plus en plus de décès constatés après près d'une soixantaine de personnes ont été évacuées en urgence au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Magnéto. À l'intérieur de ce sac plastique se trouve la bouillie de farine de maïs, supposée être à la source d'un drame survenu dans le village de Niangban, à 5 km de Djébonois. Cette localité est plongée dans la tristesse depuis le samedi 16 septembre dernier, à la suite du décès de 8 enfants âgés de 3 à 12 ans, dont une fille et 7 garçons. Selon les familles des victimes, ce drame est survenu après la consommation d'une bouillie de maïs commercialisée depuis de nombreuses années par Dame Aya, dont 2 enfants figurent parmi les décédés. Quand elle est arrivée ici à la maison, ils ont pillé la bouillie à la maison ici. Maintenant, quand ils ont consommé, quand elles sont allées au champ, elles ont constaté que les enfants avaient des indigections. Elles ont envoyé les enfants à l'hôpital. Maintenant, arrivés à l'hôpital, ils ont fait partie, l'enfant de sa sœur, celle qui a eu son enfant qui est décédé au premier jour. Son enfant est parti sur Boaké, ils l'ont envoyé au CHU. Maintenant, ils ont prescrit quelques médicaments, elle a payé. Et puis quand elles sont venues, maintenant, elles ont appris que le fils de sa soeur est décédé à Boaké. En temps, sa petite fille qui était avec elle, l'enfant aussi souffrait énormément. Avant le décès, les victimes ont présenté des symptômes de diarrhée, de vomissements et de convulsions. En plus des morts, plus d'une 50aine d'enfants ont été internés au centre hospitalier et universitaire de Boaké. Les services sanitaires procèdent encore à l'évacuation de nouvelles victimes, prises de malaise. Après investigation, il s'avère que la farine de maïs aurait été exposée à des herbicides ayant occasionné cette situation dramatique à Niangban. Actualité triste que nous allons décrypter avec nos amis qui sont toujours avec nous. Isabelle, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Élisée. Bonsoir Christelle, bonsoir la team, bonsoir chez vous. Bonsoir Daouda. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va. Et Herman? Oui, je me porte bien. Bonsoir chers téléspectateurs. Vous l'avez vu dans cet élément proposé par la rédaction de Live TV. Quelque chose s'est passé qui n'est pas très bien pour ce qu'on peut appeler la protection nationale. Avons-nous fait ce qu'il fallait pour ne pas que ça arrive? Décryptage avec vous les amis. Isabelle. Oui, alors moi j'ai envie de dire tout de suite en fait que ça pose la question de l'alimentation de rue. Quand on sait par exemple que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture en fait a pu référencer et les vendeurs de rue font environ 20 000 francs par jour. Sur 160 personnes qui ont été interrogées, 63 personnes consomment au moins une fois une alimentation de rue. Donc en fait ça pose un problème finalement de santé publique. Parce que je pense que le ministère de la Santé doit pouvoir en fait mettre en place un protocole sanitaire pour véritablement regarder ce secteur informel de l'alimentation qui finalement peut conduire à ce genre de situation dans laquelle on est. Surtout qu'on parle de récidive dans Exactement, la zone. tout à fait, parce que je crois en décembre 2022, l'année dernière déjà, à 20 km de Djébonois, dans la même circonscription, à Boaké, il y avait déjà eu aussi une intoxication qui avait eu lieu, qui avait fait également des morts. Donc, alors quand vous dites ça, mais justement, parlons-en. Enfin, une intoxication, c'est-à-dire que c'est parti de la consommation d'un fétiche sur lequel il y aurait eu
justement un virus. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que de votre point de vue, quelques mois après, à peu près un peu plus de 9 mois, est-ce que vous pensez que les deux événements pourraient être liés? On peut se poser la question. Bien sûr, on peut se poser la question. Est-ce que les deux événements sont liés? Et est-ce qu'on est prêt en Côte d'Ivoire pour parer à la riposte? Élisée. Bon, déjà c'est une situation triste. Hein. Je pense que sur ce plateau ici, on va déjà présenter nos condoléances aux familles endeuillées. Parce que selon les dernières informations, c'est environ une dizaine d'enfants qui auraient perdu la vie suite à cette situation. C'est vraiment dramatique. Comme je le dis, je crois qu'il n'y a pas suffisamment, à mon avis, de dispositions prises quand on est souvent dans de telles situations. En plus, ça nous interpelle, d'autant plus que dans la même zone, en l'espace de 9-8 mois, qu'on se retrouve dans une même situation. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré les bonnes leçons de la situation. On ne peut pas se permettre, dans une même zone, 6-7 mois après, de revenir tomber dans les mêmes situations pareilles. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment mis en place un ensemble de mécanismes, aussi bien au niveau des autorités sanitaires que même des populations, pour éviter qu'on se retrouve dans une telle situation. Ça pose pour moi la problématique même comment on appelle ça, du soutien, je dirais, du contrôle, voilà, de l'hygiène. Pour moi, c'est important parce que ça, c'est des enfants. C'est des enfants qui... C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est des enfants qui, certainement, n'ont même pas pensé à un certain moment qu'ils allaient se retrouver dans une telle situation. C'est d'autant plus dommage que même la femme qui était à la base même de la vente de la bouillie... Elle-même. Dans le documentaire, on a entendu 2 enfants, mais ce soir, avec les dernières informations à notre possession, elle aurait même perdu 4 enfants. C'est-à-dire qu'il y a 2 autres qui sont décédés à la suite. Donc, c'est dit que c'est vraiment dommage et cela pose la question de la mise en œuvre d'un système ou d'un protocole de prise en charge ou de vérification sanitaire sur la question alimentaire en Côte d'Ivoire. Isabelle parlait de l'alimentation de rue, Herman. Moi, je pense que l'INP fera après les prélèvements pour faire des analyses nécessaires pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais mon axe de lecture va se porter sur les soins apportés aux victimes dans ce village. On constate qu'un des patients a continué à vomir malgré les médicaments administrés jusqu'à ce qu'il meure même avant. La question de l'accès de nos populations aux premiers soins dans ces genres de situations-là. Et l'autre chose, c'est quelles sont les suites judiciaires que souvent on peut donner aux dénonciations qui sont faites sur les questions sur les différentes plateformes qu'indique le ministère pour interpeller et autres. Parce que c'est cela que vient un peu le problème. Vous parlez de l'INHP. Est-ce que là, on peut déjà commencer à s'interroger sur la méthode de travail de cet institut, notamment, comme elle a dit, en termes d'alerte ou de riposte? Exactement, parce qu'il y a 9 mois, dans la même zone, il y a eu un cas. Aujourd'hui, on a parlé de peut-être certainement une bactérie. Est-ce que les zones ont été sécurisées de sorte à les mettre en quarantaine, à mettre les populations, décontaminer ces zones-là? C'est là que se trouve la question, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui l'origine, mais on constate qu'on n'est pas loin de 22 km. Ça veut dire que peut-être que si c'est d'origine bactérienne, peut-être cette bactérie-là est dans la zone et on pourrait avoir d'autres... Moi, je pense qu'il faudrait que l'INHP fasse une suite des premières alertes d'urgence pour que véritablement dans la zone puisse situer d'où est-ce que l'origine du problème. Aujourd'hui encore, on attend la suite des enquêtes, la suite des analyses dont on ne saura peut-être pas. Daouda, quel est votre angle de lecture quant à cette triste nouvelle? Je pense que tout le monde, plus ou moins, ça y est, on essaie de s'acharner, je ne dirais pas acharner, c'est un peu trop fort, dit oui, le ministère de la Santé, le ministère de ceci, mais je vais dire, qu'est-ce que nous-mêmes on fait pour parler aux populations elles-mêmes? Parce que vous parlez de 2 fois la même situation dans la même région. Tout à l'heure, je parlais de, comment on appelle ça, le commerce de rue. L'alimentation de rue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience même des parents eux-mêmes vis-à-vis de ce genre de situation-là. Parce que sachez qu'on est dans le monde rural. Et dans le monde rural, si je m'appuie sur ce qui a été dit dans le reportage, mais selon une autorité sanitaire, ce serait du pesticide. Comment est-ce que les parents eux-mêmes utilisent ces pesticides-là dans leur quotidien? Tout ça aussi, c'est les questions qui arrivent. Parce que pratiquement 2 fois dans la même région,
j'abonde un peu dans ton sens, mais je veux dire aussi, il faut attirer l'attention aussi des populations elles-mêmes sur leur façon de gérer leur quotidien. Il semble que Daouda est d'accord avec Herman, mais bon, Élisée, mon petit doigt me dit que Élisée, il n'est pas très convaincu de ça. Oui, moi je ne suis pas trop d'avis avec Herman lorsqu'il évoque la question, je dirais en demi-mot, d'indexer un peu, je dirais les autorités sanitaires. Je trouve que c'est pas, pour moi, c'est pas juste. Là, nous sommes dans un cas de TIAC. Ce que dans le domaine médical on appelle TIAC, c'est une toxi-infection alimentaire collective. Et pour ceux qui auraient fait des recherches, vous verrez que c'est une pathologie qui n'a pas de répondant avec un traitement médicamenteux. Logiquement, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Donc, c'est juste effet que des enfants qui se retrouvent dans une telle situation aient du mal à être pris en charge ou bien aient du mal à avoir des soins médicamenteux appropriés. Ce n'est pas très évident. Est-ce qu'on est prêt? Parce que ce genre de choses, ce n'est pas nouveau dans le monde. Mais oui, mais c'est en cela que je pense qu'avant de pouvoir aller vers les causes, vers les conséquences, il faut déjà voir les causes. Pour moi, ça pose deux choses importantes. La première, déjà, l'usage du pesticide même dans l'agriculture. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore la conclusion des enquêtes, mais selon des autorités sanitaires dans la zone, ça aurait certainement dû être provoqué par des pesticides. Donc, ça pose déjà même l'usage des pesticides dans l'agriculture, qui est un vrai problème aujourd'hui. Ça, c'est déjà un. Mais deuxièmement aussi, ça pose même la question de la responsabilité individuelle. De chacun, la responsabilité individuelle. Parce que c'est vrai que... Herman veut confronter cette argumentation. Moi, je pense que ce que nous disons, à la première, le système de TIAC pouvait fonctionner lorsqu'il y a eu la première alerte. La première alerte, c'est lorsqu'il y a 9 mois, il y a eu dans cette même zone, pour les mêmes, je veux dire, d'origine alimentaire, des urgences à ce niveau-là. Et on revient 9 mois après dans cette même zone. Ça devient certainement un problème épidémiologique. Donc, si on avait bien circonscrit le premier problème, on allait peut-être réfléchir à toutes ces questions. Et si c'est pas les pesticides, l'origine n'est pas de l'utilisation, l'usage des pesticides, on aurait pu la question demeure, messieurs, dames. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête pour réagir face à ce genre de problématique? Avant de répondre à ta question, il est important de préciser ce que Herman est en train de dire. Ce qui s'est passé à Pocancro, parce que c'est le village de Pocancro, c'est un fétiche qui était infecté par une bactérie. On est d'accord. Donc, voilà. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une intoxication alimentaire. C'est juste que quand ils étaient en train le féticheur était en train de mettre le sang, finalement, ça a touché les gens, ils ont été infectés. Ouais. Mais dans le cas présent, et quand on s'appuie sur le reportage que nous avons écouté, la farine qui a été utilisée pour faire... pu être contaminée. Aurait été contaminé par un pesticide. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. OK, non. Voilà. Il faut préciser. Là-dessus, je préfère t'arrêter là, parce que les éléments de réponse que tu souhaites me donner sont dans ce que tu dis. L'origine des pesticides, donc, comme tu dirais, ça peut être aussi, cette contamination de la farine peut être d'origine bactérienne. Donc, rien ne prouve aujourd'hui, parce que cette histoire de fétiche et autres, c'est parce qu'il y a eu un agent qui est allé dans ces fétiches. Et cet agent-ci, il s'est déporté dans la farine. Qu'est-ce que donc? Ma question reste là, et voilà, ma préoccupation reste là. Très bien. Écoutez, les amis, évidemment, ce ne sont pas que des conjectures. Nous avons essayé d'analyser la situation en nous disant simplement comment la Côte d'Ivoire doit mieux se préparer à ce type de situation. La suite, c'est une grande actu et c'est avec Christelle. Oui, exactement. Alors, on va parler donc des réformes du système ivoirien à la table de l'ONU. La ministre de l'Éducation nationale a présenté, voilà, je préfère utiliser ce terme-là, a présenté quelques aspects de la réforme ivoirienne concernant évidemment les EJENA. J'aimerais qu'on en parle, mesdames et messieurs. Qui aimerait réagir? Isabelle? Je commence toujours en première. Non, en fait, c'est une bonne chose déjà de pouvoir valoriser notre pays, de pouvoir valoriser notre système éducatif. Présenter nos acquis. Voilà, hier déjà, on en parlait de cette année 2002. Il faut savoir qu'en 2002, plus de la moitié de la population ivoirienne était analphabète. On avait 51% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en 2023, on en a 47. Donc, c'est dire que notre système éducatif a quand même progressé. Et, exactement. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on a eu les états généraux de l'éducation nationale il y a en 2022, pardon, parce que ça fait un an maintenant. C'est ça.
en 2022, où il y a 4 axes prioritaires qui en sont sortis, et donc d'où l'implémentation aujourd'hui donc de ce qui a été retenu. Et c'est ce qu'elle a allé présenter donc aux Nations Unies. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Après, est-ce qu'il faudrait le considérer comme un plaidoyer pour faire un appel de fonds pour soutenir notre système éducatif? Ça reste à voir. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est à saluer. Déjà, vous valorisez le fait qu'elle présente les acquis? Oui, d'autant plus que l'ambition de la Côte d'Ivoire est vraiment d'être le hub sous-régional en termes de système éducatif au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. Que la Côte d'Ivoire soit donc à l'ONU en train de faire partager l'expérience de son système scolaire, d'accord, mais quand on commence à parler de plusieurs milliards de dollars, donc 1 milliard et quelques de dollars, donc ça fait à peu près 800 et quelques milliards de francs CFA, est-ce que ça, Herman Aboua, vous vous dites, on est encore allé quémander de l'argent alors qu'on peut tout faire nous-mêmes sur notre budget? Je ne dirais pas quémander, mais je constate, on observe tous qu'aujourd'hui, on est toujours en train de solliciter les partenaires au développement dans le financement de nos budgets. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à prendre en charge correctement nos systèmes éducatifs. Cela veut dire que lorsque le partenaire au développement, lorsqu'il t'accompagne, il faut savoir que c'est avec des conditions. Donc, comment est-ce que tu utilises cet argent? Donc, moi, je pense que et l'inquiétude, c'est ça. S'il organise, peut-être qu'il y aura des limites qu'il ne va jamais vouloir que tu atteignes. Et ça, j'ai bien peur que si le système reste en état, qu'on n'aura jamais peut-être la NASA chez nous un jour. Mais Herman, est-ce qu'elle a sollicité de l'argent? Non, mais lorsque tu présentes un bilan et que tu présentes, effectivement, il y a des réformes qui sont engagées et que tu présentes en même temps ce qu'il faut pour bien terminer, effectivement, elle fait un bon travail, mais lorsque tu présentes le budget qu'il te faut pour financer cela... ça veut dire aidez-moi. Aidez-moi, certainement voilà, aidez-moi. Surtout que dans l'ensemble, dans la dynamique qu'on voit aujourd'hui, notre budget est principalement, je ne dirais pas principalement seulement, est à grande partie financé par les prêts, les aides extérieures. Est-ce que ces sollicitations, on pourrait le dire, est-ce un prêt ou un don qu'elle sollicite? Donc, on verra. Alors, Daouda, sans doute. Non, en fait, je suis un peu étonné parce que je pense que Herman, lui, il voit tout, soit tout en noir, soit tout en blanc. Mais bon. Il est manichéen. Voilà. Ouais. Mais il est important aussi de dire que l'idée, c'est que quand la ministre Marietou, il faut situer le contexte. C'est en marge du 78e sommet des Nations Unies. Elle a participé à un panel. Chacun a présenté les acquis. Et le thème, c'est sur la transformation de l'éducation. Donc, du coup, je pense qu'Isabelle Vauvoi a été claire en la matière. Elle a présenté les acquis de 2020. Et c'est ce qui a été fait depuis 2021. C'est ça. Mais par ailleurs, en poursuivant, elle a dit, on a fait les états généraux de l'éducation. Et nous avons, comment on appelle ça? Voici ce qu'on compte faire pour les années à venir. À aucun moment, elle ne dit à quelqu'un, donnez-moi de l'argent, j'ai besoin de l'argent. Je pense que ce soit l'État ivoirien et même le système des Nations Unies, même par le biais de l'UNESCO, finance déjà l'éducation nationale. Maintenant, quand tu parles de l'aide au développement comme si c'était quelque chose de mauvais, mais quel est le pays au monde qui n'a pas besoin d'aide au développement pour réussir? Peut-être c'est une question à laquelle peut répondre quel est le pays au monde? Élisée Bolou. Aucun pays. Permettez-moi, Élisée, de répondre à cette question, parce que c'est son tour de parole. Ok, d'accord. Je pense que réagissant sur ce que Herman a dit, je crois qu'il est déjà important de corriger quelque chose qu'il a dit qui pour moi est un peu grave sur la question même du budget, où il a dit la grande partie du budget, de notre budget, vient de l'extérieur, de l'appui et de l'aide extérieure ou des prêts. C'est pas vrai. Il n'a pas dit la grande partie, il dit une des parties. Ça apporte... Une des parties, on peut l'évaluer à combien? Un quart, un tiers? Non, peut-être j'en sais rien. Je constate simplement qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 25 000 milliards de dettes. On vient. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne s'auto-finance pas en termes de répondre à toutes ces dépenses à l'intérieur. Très bien. Élisée, c'était juste un additif. Oui, je suis content qu'il se soit ressaisi. Sinon, on pourrait regarder la vaille, on verrait qu'il a bel et bien dit ça, justement. Non, mais c'est-à-dire, bon, non, c'est-à-dire, je suis déjà satisfait que devant toute la nation, tu as corrigé. Je suis déjà satisfait. Non, je suis déjà satisfait que devant toute la nation, on soit aligné sur la même chose. C'est déjà une très bonne chose. Voilà, donc ce que je suis en train de dire, Daouda l'a un peu évoqué, c'est vrai qu'on a toujours un appui des partenaires au développement sur certains aspects de notre développement, notamment sur ce qui concerne l'éducation. Mais je pense que ce que Herman dit quelque part peut s'entendre dans la mesure où on a eu quelquefois des réformes qui ont été exigées sur la base de l'appui qu'on recevait en fait. Mais n'ont-ils pas raison? Donc c'est justement là que je suis un peu d'accord avec Herman, pour dire que
il y a certains aspects je dirais, de notre souveraineté que nous devons garder jalousement. Si tant est que l'appui qu'on doit recevoir ne doit pas impacter d'une manière ou d'une autre la vision que nous on a par rapport à notre développement, il n'y a aucun souci. Mais si ça doit être le cas, là je pense que quelque part, il faudrait que nos autorités soient peut-être prennent un peu de frein vis-à-vis de cette situation. Et c'est là justement que je le rejoins. Mais je dis en toute chose que depuis quelque temps quand même, avec l'avènement de Mariato à l'éducation nationale, il faut être honnête de reconnaître qu'il y a eu quelques acquis qui ne sont pas des acquis notables. C'est vrai qu'aujourd'hui, les EGNA sont mis à la disposition, tout le monde peut le consulter. On se rend compte pour nous qu'ils l'avons consulté, qu'ils l'avons regardé, qu'il y a vraiment de très belles réformes en vue. Maintenant, si cela doit nécessiter un appui extérieur pour qu'on puisse y aller, moi, je ne vois aucun inconvénient. Franchement. Il n'y a aucun inconvénient, nous dit donc Élisée Bologueux, Isabelle. Est-ce que ces montants-là, ces 842,66 milliards, selon vous, ça peut déjà nous permettre, est-ce que c'est cohérent avec l'ensemble de nos besoins? Parce qu'évidemment, c'est les états généraux. Quand vous voyez, on connaît les problèmes aujourd'hui, on a des problèmes de salles pléthoriques, donc moins de professeurs, on a des problèmes d'état même de certains établissements, etc. Est-ce que vous pensez que ce montant-là annoncé est à la hauteur? Oui, c'est à la hauteur et j'ai même envie de dire que on pourrait même les dépasser parce que les États généraux, c'est 42 réformes, c'est basé sur 4 axes prioritaires. Et moi, je pense en fait qu'on pourrait même aller au-delà de ça parce que, je veux dire, la Côte d'Ivoire est quand même un pays ambitieux où on a vraiment besoin de se baser sur notre système éducatif pour pouvoir avancer. Je l'ai dit précédemment, on a encore 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que pour réduire ce taux-là davantage, il faudrait donc qu'on mise véritablement sur notre système éducatif. Et pour rappel, en ce moment, la part du budget du système éducatif dans le budget de l'État de façon globale est de 1212 milliards de francs CFA. C'est ça. C'est pour dire à peu près ce que ça représente. Maintenant, il est important aussi de noter que les grandes réformes même qui ont été débattues lors de ce panel-là, c'est la généralisation, l'accès à l'école pour tous, notamment pour les jeunes filles. Ça, c'est un premier cas. Ouais. Parce que si vous rappelez très bien, il y a un moment en Côte d'Ivoire ici, on disait que les enfants qui étaient même au CM1, CM2 ne savaient ni lire, ni écrire. Donc, il fallait renforcer les capacités. Il y a le renforcement des capacités des enseignants eux-mêmes et il y a la diversification des curricula et l'augmentation du canton Morel. Tout ça, je pense que ce montant-là justifie. Exactement. Et je pense même qu'on peut aller plus loin, d'autant plus qu'on veut miser aussi sur le développement du secteur de l'économie numérique dans l'éducation nationale. Ah, c'est comme si vous saviez la suite. On a besoin donc d'avoir Internet partout en Côte d'Ivoire, d'avoir des tablettes, des ordinateurs portables pour chaque élève, etc. Donc je pense qu'il faut véritablement compter sur des partenaires au développement parce que l'appui qu'ils vont nous apporter n'est pas seulement que financier, il est aussi technique. Donc c'est pas négligeable. Et donc moi je salue encore une fois le fait de valoriser donc la Côte d'Ivoire à l'ONU. Élisée va gâcher ma petite transition, mais c'est pas grave. 30 secondes pour nous dire ce que vous vouliez dire, Élisée. Oui, c'est vraiment pour rebondir sur l'intervention de Daouda et d'Isabelle qui disent, en tout cas de Togo, je ne sais pas d'où ils tirent leur certitude qu'effectivement les 800 milliards, c'est ce qu'il faut ou bien il faut un peu plus. Je ne sais pas d'où ils tirent dans la mesure où on n'a vraiment pas on n'a vraiment pas de détails chiffrés vraiment de ces réformes-là, combien ça nécessite. Peut-être que ce qui serait intéressant de faire, et je pense que c'est un appel aussi qu'on lance, ce sera peut-être qu'on nous dise exactement par réforme, qu'est-ce que cela nécessite en termes de budget. Très bien, merci. Merci, monsieur, de bonne gouvernance. Merci. Écoutez-nous. Je ne suis pas intervenu sur la question du budget, est-ce qu'il est suffisant ou il n'est pas suffisant. C'est 5 secondes, en fait. Oui, 5 secondes. Les 5 secondes, je vais l'utiliser. Lorsque dans un pays, on alloue 163 milliards avec des rallonges possibles pour un terrain, un stade, il faut... Moi, je pense que 866 milliards, ce n'est pas assez. Ça, il faut qu'on puisse le mobiliser. Très bien. Aider la ministre de l'Éducation. Très bien, on avait dit 5 secondes. Et justement, parlant de stade, on va rester sur la thématique du sport. Parce que vous êtes d'accord avec moi que dans quelques mois, la Côte d'Ivoire va accueillir la CAN. Alors, la Côte d'Ivoire donc envisage de massifier la technologie 5G pour offrir une meilleure connectivité Internet haut débit aux usagers lors de cette grande messe du football africain. Juste rajouter que c'est pendant ces grands routes sportifs que beaucoup de choses évoluent dans les pays, l'hôtellerie, les routes et aussi la technologie. Donc voyez-vous, est-ce que la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la technologie avec la 5G? La question est posée. Herman. Moi déjà, ça tombe tellement bien. On était en train
de chercher à digitaliser l'école tout à l'heure. Je me demandais bien si dans les endroits reculés, le réseau, le taux de couverture en Côte d'Ivoire en termes d'Internet, parce que pour pouvoir faire l'école digitalisée, numérique comme ça, dans les salles de classe, il faut bien qu'il y ait un réseau. Alors le taux de pénétration, Herman, de téléphonie déjà mobile en Côte d'Ivoire, c'est de 78% en 2012 et en 2022, fin 2022, 162%. Ça, c'est intéressant. La 5G est une norme de réseau de téléphonie qui permet de bien, c'est-à-dire que puisque c'est à haut débit et c'est plus rapide, donc on peut utiliser, bien connecter plusieurs éléments, plusieurs objets. Donc c'est une facilité que Internet propose à travers la 5G. Moi, la question de la migration entre de la 4G à la 5G, déjà, la 4G, on a souvent des soucis avec la 4G. On a eu dernièrement la crise concernant les data. Les data, oui. Donc la 5G qui est plus rapide, donc ça doit être certainement plus cher. Est-ce qu'on a prévu ce mécanisme-là pour qu'on puisse venir nous proposer cela aux populations? Et quand on regarde même le délai, c'est pour la CAN, est-ce que la Côte d'Ivoire est véritablement prête à tout de suite implémenter la 5G? Le directeur général de l'économie numérique vous dit oui. Bon, et ensuite, pour juste confirmer, corroborer au propos d'André, il faut dire qu'un opérateur économique a déjà fait des tests pilotes réussis de la technologie 5G, mais attend simplement le lancement par le ministère de la Communication, lancement officiel par le ministère de la Communication et de l'économie numérique, messieurs-là. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention à cette histoire de 5G durant la CAN. Pour moi, c'est très important. Pourquoi attention, c'est-à-dire? Non, il faut faire attention parce que quand on parle d'un opérateur, on parle de MTN qui a fait un test. On ne peut pas avoir fait un test comment on appelle ça, dans une salle de conférence. Et puis après, on parle de la Côte d'Ivoire, c'est 30 millions d'habitants. Ça, c'est un d'abord. Prenons le SMK d'Abidjan parce que la 5G sera déployée dans 3 grandes villes, notamment Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Est-ce qu'on a essayé de faire le test grandeur nature? Ça, c'est un. Deuxième chose, on a une CAN qui arrive où... C'est combien de pays? Toi qui connais le sport, 34 pays de nations, 24 nations qui seront ici. Est-ce qu'on peut supporter tout ça? Je pense que, idéalement, pour moi... Vous doutez de cette affirmation, Daouda? Je ne doute. Ils l'ont dit. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je pense que, franchement, on veut se concentrer ailleurs d'abord. Est-ce que la CAN va marcher? C'est de ça qu'il est question actuellement. Selon vos observations, Élisée Boulougbe, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, on a parlé de tests, etc., est-ce qu'aujourd'hui, nos opérateurs et bien sûr le régulateur, l'État, peuvent donc être sûrs du déploiement à quelques 3 mois de cette CAN? Si la question telle que vous la posez est de savoir si nos autorités et les opérateurs techniques peuvent le faire, moi je peux répondre tout de suite oui. Je pense qu'ils ont la compétence, ils ont la capacité, ils ont la possibilité de le réaliser. Mais qu'est-ce qui Maintenant, est-ce qu'ils le feront? Là, c'est une autre question. Parce que j'estime pour ma part que ça, c'est eux qui sont bien placés pour répondre à la question. Mais je crois que pour un rendez-vous de la nature de la CAN, effectivement, ça sera pour moi, je dirais, une symphonie inachevée que d'aller à cette compétition-là sans qu'on ait expérimenté, on ait pu quand même mettre en place cette 5G-là, qui pour moi, quand même, un pays de la trempe de la Côte d'Ivoire mérite amplement de pouvoir aujourd'hui bénéficier de cette technologie. Lorsqu'on vous dit qu'un opérateur économique a déjà fait des tests réussis, vous n'y croyez pas? Non, je n'ai pas dit que je ne crois pas, pas du tout. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai bien précisé, j'ai dit, si c'est la capacité de le faire, moi, je vous réponds tout de suite que et les autorités et les opérateurs ont la capacité de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils le feront réellement? Ça, c'est pourquoi je dis que c'est eux qui sont mieux placés pour le dire, pour répondre à cette question. Mais je pense pour ma part qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, avec le niveau de développement qu'on a aujourd'hui, on devrait quand même bénéficier de cette technologie de 5G. Isabelle. Déjà, pour la CAN, il y aura de grosses délégations étrangères qui vont être en Côte d'Ivoire. Et avec les télécoms qu'on a aujourd'hui, on a déjà un problème de qualité de service. Donc si en plus de cette massification de population qu'on va avoir de façon supplémentaire, est-ce qu'on va arriver en fait à pouvoir implémenter véritablement la 5G? C'est la question que moi je me pose. Après, on pourrait éventuellement dire, voilà, on va juste mettre la 5G au niveau des stades. C'est-à-dire que ça ne sera pas sur toute l'étendue du territoire national, mais juste dans le stade et alentour, voilà, sur des zones de la sorte. Comme ça, au moins, on pourra expérimenter la 5G. On aura dit que voilà, la Côte d'Ivoire, pour la CAN, a pu implémenter la 5G en Côte d'Ivoire. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes dans un doute? Parce que vous n'êtes pas du tout rassurant, vous n'êtes pas du tout satisfait. Est-ce que vous liez ceci à l'épisode des BIMPEC qui est en voie de résolution, non? En fait, la CAN aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème d'organisation.
Parce que pour l'implémentation de la CAN en Côte d'Ivoire, il y a d'abord la CAF, ensuite il y a le COCAN, il y a le ministère des Sports. Mais au-delà de ces 3 organisations, il y a aussi en fait ce que chaque ministère doit faire. Je prends par exemple le ministère des Affaires étrangères qui peut peut-être mettre en place le protocole d'État pour vraiment, comment dirais-je, faciliter les demandes de visa, etc. des autorités étrangères qui vont venir. Il y a également le ministère de l'Intérieur qui peut, par exemple, mettre... Pardon ? La sécurité. Voilà, mettre en place la sécurité. Mais ça, c'est pas fait tout ça, et ça, c'est pas le rôle du COCAN, c'est pas le rôle du ministère des Sports, c'est pas le rôle de la CAF de le faire. Donc je pense... Isabelle, sans trop vous couper, ce n'est pas intrinsèquement le rôle, mais le COCAN a pour mission d'avoir différents représentants de toutes ces structures qui travaillent à mieux organiser l'accueil et de l'événement en tant que football et des étrangers qui arrivent. Mais même de devoir, parce que Christelle insiste là-dessus, si vous avez autant de doutes, est-ce que, comme elle a dit, cela n'est pas lié à ce qu'on peut déjà observer comme une sorte d'impréparation sur plusieurs aspects de ça? On parle des stades qui ne sont pas finis, certains disent que le Félicia... Est-ce que ce n'est pas tout ça qui vous fait douter aussi de l'arrivée de... C'est la déclaration Moi, je n'ai pas de doute. Moi, je n'ai pas de doute concernant la réussite de la CAN de l'hospitalité. Ouais. Je sais que ça va réussir. Je pense que les autorités ivoiriennes nous ont donné les certitudes. Mais je veux dire, concentrons-nous sérieusement sur cette affaire de CAN. Parce que déjà, on a une 4G qui marche très bien. Faisons avec. Il ne faut pas qu'on bouge. Il ne faut pas qu'on bouge. Il faut bien Après, évoluer, on va faire l'implémentation de la 5G. Oui, mais il faut quand même innover. Je veux dire, on a la possibilité en fait, d'organiser la CAN chez nous. Il faut quand même qu'on puisse donner en fait, une expérience inédite à tous ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire. Daouda veut dire qu'il ne faut pas prendre de risques. En fait, je veux dire, je comprends ton point, donner une expérience inédite. Mais quand on regarde l'épisode de BMP avec, qu'on appelle ça, l'inondation qu'on a eue là-bas, mais tu vois, j'ai pas envie, en tant qu'Ivoirien... C'est sans doute un événement exceptionnel. Voilà, je veux dire, c'est un événement qui est arrivé, c'est vrai. Non, si vous permettez, je vais juste chuter sur ça. Je vais juste chuter. Pour dire que j'ai pas envie aujourd'hui que cette histoire de 5G qui n'a pas marché vienne nous gâcher la fête. Qui n'a pas marché. Bon, alors, sur quelle base je crois pas... Pardon, Herman, elle reprend la parole. Le jour où l'opérateur en question, parce que je ne vais pas dire le nom ici pour ne pas faire de publicité, l'opérateur en question avait fait son test grandeur nature sur la 5G, j'étais présente dans la salle. Donc je pense que les autorités et nos opérateurs de téléphonie mobile ont la compétence et peuvent le faire. Maintenant, si tu as des craintes sur le fait que ça puisse cracher, à ce moment-là, on peut, de façon raisonnable, en fait, comme je l'ai dit précédemment, réduire en fait le lancement, c'est-à-dire on le fera que sur des zones franches, c'est-à-dire dans les stades et alentours. Très bien. Ça peut être la meilleure des possibilités. Un peu pourquoi Daouda marche un peu sur des œufs. Parce que nous tous, on a vu l'ambiance, la ferveur autour du match à BMP. On n'avait pas prévu l'événement qui s'est produit. Il y a eu un plus grand nombre de spectateurs qui voulaient aller suivre cela. Et il y a eu les tickets, tous les tickets étaient vendus, ce qui a fait même que certains faisaient des spéculations sur le prix des tickets. Et on a vu cela, ça a gâché la fête. Ce qu'il dit là, on sait que 5G là, nous on veut 5G. Mais comme la CAN, on ne veut pas de mauvaises surprises. Vous dites ne prenez pas de risques pour exposer davantage de pays. Et ça, on peut comprendre ça et puis on va... Non, mais si on a calculé le risque, je pense qu'on peut anticiper. On a calculé le risque. Pendant 2 ans. Pour terminer vraiment là-dessus. D'accord. Moi, je comprends la réserve des amis et les appréhensions et les inquiétudes. Mais en même temps, je pense aussi que autant on peut avoir quelques craintes ou bien quelques réserves, autant aussi, je pense qu'il ne faut pas exagérer. C'est vrai que l'épisode de BMP nous reste encore au travers de la gorge, mais pour rappel aussi à l'endroit de tous les Ivoiriens, 3 jours avant BMP, on était à San Pedro. Et à aucun moment à San Pedro, quelqu'un n'a fait cas d'une situation fâcheuse. On a tous vu la qualité de cette infrastructure. Donc c'est dire qu'on est d'accord qu'à un moment, BMP reste pour nous comme un élément au travers de la gorge, mais je crois qu'au regard même de l'interpellation au plus haut sommet, je pense qu'on ne revivra plus une telle situation. S'il vous plaît, Daouda. Daouda, est-ce que vous avez la parole? S'il vous plaît. On va avancer. C'est avec le mood d'Herman. C'est une des rubriques que vous retrouvez, bien sûr, sur votre émission, sur votre chaîne de télé Live TV. Voici Herman qui a décidé de nous parler d'émigration clandestine, notamment donc, à travers la Méditerranée. La Côte d'Ivoire
occupe-t-elle vraiment la deuxième place, Herman? André, quitter son pays, souvent à l'insu de ses proches, partir pour un meilleur ailleurs, même incertain. Ils sont nombreux, ces Africains, jeunes, vieux, femmes, enfants, qui s'embarquent dans l'aventure tumultueuse de migrer sur le continent européen, bravant les vents secs du désert et ses nombreux réseaux de trafic divers pour l'Afrique du Nord, où souvent de fois, les populations des pays du Maghreb leur réservent un accueil plutôt froid. Dans l'attente d'une embarcation pour les Dorado européens, dit-il. En 2016, le nombre de migrants illégaux déclarés de nationalité ivoirienne avait atteint 12 252 avant de tomber à 1064 en 2018. Raison principale des migrations subsahariennes extra-continentales, la recherche de meilleures conditions de vie ou même de survie, le manque d'opportunités réelles d'emploi pour les jeunes notamment, l'inadéquation des compétences professionnelles au marché du travail local. Mardi 12 et mercredi 12 septembre dernier, 7000 personnes ont débarqué sur l'île italienne du Lampedusa. Située en Méditerranée, cette île Lampedusa est une petite île donc, de 20 km², un peu comme la superficie de Makuri et Koumassi, et abrite environ 6200 habitants, l'équivalent du plein des salles d'Anoumambo et de François Louga, pour vous faire voir un peu l'image. Déjà la semaine d'avant, cette île a reçu 10 000 migrants clandestins. Ce nombre élevé de ces migrants dans la petite ville de Lampedusa est provoqué, enfin on peut le voir à travers trois facteurs. La reprise des traversées après un long moment d'arrêt, dû au retour du beau temps certainement, la multiplication des routes migratoires, la Libye d'abord, maintenant puis Sfat en Tunisie maintenant. Frontex, l'agence de l'Union européenne, Isabelle nous en dira un peu plus, en charge des frontières terrestres et maritimes, a publié récemment, le 14 septembre précisément, de janvier à juillet 2023, 12 220 migrants ayant emprunté la Méditerranée ont déclaré être de nationalité ivoirienne, ce qui a amené des intellectuels ivoiriens comme le professeur Mamadou Koulibaly à interroger. Quelques morceaux choisis des propos du professeur. Pourquoi tant de personnes ivoiriennes votent-elles avec les pieds et choisissent les zones illégales alors que leur pays connaît une croissance économique enviée de tout le monde, 7 à 9% selon les officiels, que le chômage est à son niveau de plein emploi selon le gouvernement, que le niveau de vie des populations est parmi les plus élevés du continent? Quelle est donc cette prime du succès de ce pays que ces populations fuient? Fin de citation. La Côte d'Ivoire, avec les nombreux bons points que lui attribuent les partenaires au développement, jouit ainsi d'une position enviée, il faut le dire, dans la sous-région ouest-africaine, ce qui occasionne un flux massif de citoyens de pays limitrophes en quête de son passeport dit crédible, mais que l'on obtiendrait facilement avant de tenter l'aventure par la Méditerranée. L'un des objets du pacte mondial pour des migrations sûres, il faut le dire, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech en décembre 2018, déjà mentionné, est de plus de lutter contre les réseaux de trafic d'êtres humains qui favorisent et profitent de cette migration irrégulière. Mais la vraie question demeure, André, comment parvenir à annihiler l'envie de partir en Europe par la route et la Méditerranée chez les populations de l'Afrique subsaharienne, malgré les grands risques? Une jeunesse parfois désabusée qui choisit, on va dire, les routes peu sûres de la Méditerranée. C'était donc l'objet du mood d'Herman. Et là, pour le coup, ce n'est pas le mood qu'il faut conseiller à la jeunesse. Christelle, on va marquer juste une pause. Voilà, après la pause info, bonsoir encore une fois et merci d'être avec nous. On va faire un tour à l'international avec le Burkina Faso où le Parlement a approuvé l'envoi de soldats au Niger. Le Conseil des ministres donc, du 30 août 2023 avait adopté un projet de loi portant autorisation d'envoi d'un contingent militaire burkinabé au Niger. Les députés de la transition ont voté mardi à l'unanimité en faveur de l'envoi de soldats burkinabés au Niger au cours d'une session plénière du Parlement, Isabelle. Oui, bon, le Burkina, en tout cas la junte au pouvoir au niveau du Burkina est en corrélation et même en cohérence en fait avec sa position depuis le début de soutenir donc le Niger. Faut savoir que entre Putschis, ils se soutiennent. Voilà. Après, ils sont aussi en cohérence avec leur approche qu'ils ont adoptée depuis le départ, c'est-à-dire d'être proche des populations. Donc en consultant en fait le Parlement, c'est vraiment prendre la volonté donc du peuple, voilà, pour pouvoir aller donc sur le terrain et mettre à disposition donc un contingent au niveau
niveau du Niger. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est que le Burkina, qui est empreint en tout cas d'attentats terroristes, etc., est-ce qu'ils ont les moyens, la capacité à la fois financière et aussi en termes humains de pouvoir envoyer donc des soldats au Niger? C'est toute la question que moi je me pose et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner en tout cas. Est-ce que c'est peut-être un effet d'annonce? Je ne sais pas. Isabelle dit que, Isabelle se pose la question, est-ce que ce serait un effet d'annonce ou véritablement ils auraient les moyens de pouvoir tenir leurs accords? Non, je pense que c'est juste déployer un contingent auprès de l'allié nigérien. Je crois que ça, quand même, le Burkina a la capacité de le faire. Pour moi, ça ne serait pas quelque chose de surprenant. Je pense qu'ils ont quand même des éléments pour déjà contenir l'attaque pour le moment, la situation sécuritaire dans leur pays, pour contenir l'attaque djihadiste. Donc, ils pourraient amener quelques soldats auprès de l'allié nigérien. Maintenant, comme Isabelle l'a si bien mentionné, je trouve que c'est une attitude qui est en cohérence totale avec le traité qui a été signé, ce traité qu'ils ont appelé l'Iptako-Gourma, instituant cette alliance entre les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Pour moi, c'est en totale cohérence. Ça veut dire que l'adoption par le Parlement de transition de cette mesure-là est en totale cohérence avec déjà ce traité qui a été signé. Donc, c'est quelque chose, pour moi, de tout à fait normal. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent? Comme je le dis, encore la question, parce qu'ils vont au Niger, parce que le Niger est potentiellement sous menace d'une attaque de la CEDEAO, donc en vue de remettre le président qui a été démis. Donc je me demande, est-ce qu'aujourd'hui c'est pertinent qu'on y arrive? Ça, c'est encore une autre paire de manches en fait. Très bien. Est-ce que, Daouda, selon vous, la mise en œuvre donc, de cet accord serait exclusivement liée à la question donc, de la CEDEAO ou éventuellement pour mieux combattre les terroristes? Non, moi, en fait, cette décision de la junte au Burkina, en fait, moi, je l'analyse sous deux prismes, en fait. D'abord, le premier prisme, c'est un prisme géopolitique. Parce que, comme elle a dit, c'est pour soutenir, montrer son soutien à son voisin du Niger. Ils ont le même problème. Et quand on a le même problème, on essaie de s'entraider de sorte à bouter le djihadisme hors de nos régions. Et aussi en respect de leur accord du L'Iptako-Gourma. Deuxième analyse, c'est que je l'analyse de façon géostratégique. Pour moi, c'est une façon pour le Burkina de montrer à la communauté internationale qu'aujourd'hui, je peux avoir un apport positif dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Donc, techniquement, aujourd'hui, ils savent qu'ils n'ont pas la légitimité au niveau de la CEDEAO où ils ont été dégagés. La communauté internationale crie à corps et à cri pour que, qu'on appelle ça, un gouvernement réel de civils puisse venir. Donc, du coup, quand ils se mettent en avant en venant aider le Niger au niveau du Sahel pour bouter les terroristes, c'est une façon de se positionner. Ça, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Au Niger pour bouter les terroristes. Pas du tout. Ils viennent au Niger en prévision d'une éventuelle attaque de la CEDEAO. Exactement. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça. La réalité du terrain, ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'on s'entraide. Nous, que ce soit le Mali, le Niger et le Burkina, ils sont tous enclins au terrorisme. Donc, du coup, je ne pense pas que c'est pour attendre la CEDEAO là-bas qu'ils envoient des troupes. Très bien. Là-dessus, quel est votre avis, Herman? Moi, déjà, lorsque des forces en présence cherchent à s'organiser, parce qu'il y a quand même la force en attente de la CEDEAO, on a déjà vu le président ivoirien qui avait déjà annoncé le contingent ivoirien. Donc, et on a vu un peu les envies du Grand Nigeria dans la sous-région. Donc, lorsque ces forces-là se préparent à aller, il faudrait bien que ceux qui se sont mis ensemble, les pays qui sont aujourd'hui des pays frères, qui ont déjà boudé le G5 Sahel, parce que le G5 Sahel, c'était 5 pays. Aujourd'hui, il reste que la Mauritanie et le Tchad. Mais encore que on ne sait pas si effectivement les deux-là peuvent vraiment tenir. Donc déjà, pour aider un peu Daouda, c'est vrai, c'est pour se préparer contre un assaut éventuel de la CEDEAO pour venir rétablir l'ordre constitutionnel, comme on le dit, au Niger. Mais en même temps, il y a de façon stratégique, il y a la question du terrorisme. Parce que ces jeunes au pouvoir disent à leur population que nos anciens partenaires occidentaux, depuis là, nous aident, mais on ne voit rien. Mais on a une préoccupation, c'est qu'il y a les djihadistes qui sont présents. Donc, je pense que l'ambition cachée dans cette présence au niveau du Tchad, c'est aussi d'aider à circonscrire la question du djihadisme dans le Sahel. Très bien, donc c'était un tour de table donc, sur la question de l'accord entre le Burkina et le Niger, notamment avec ce vote
qui donne l'autorisation, ou en tout cas qui permet au pouvoir de transition burkinabé d'envoyer des soldats du côté donc du Niger. On va parler de Sahara, à travers donc, le Sahara, on va évoquer la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et la Hollande, les Pays-Bas. Et nous avons un représentant, vous l'avez vu depuis, vous vous posez la question, enfin, qu'est-ce qu'il fait là? Mais eh bien, il nous attendait, il nous écoutait gentiment, Ben Kabinga, que nous allons recevoir maintenant, Christelle. Oui, conseiller agricole pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors, première question, c'est que la Côte d'Ivoire, la République des Pays-Bas est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire et le deuxième exportateur agricole mondial. Vous êtes un partenaire privilégié pour nous et vous comptez renforcer ce partenariat-là par votre présence au Sahara. C'est exactement comme ça. D'abord, merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Oui, c'est un grand honneur et une grande opportunité. On est déjà actif depuis les années 60 dans votre pays. Il y a une collaboration déjà très étroite, surtout dans le domaine du cacao. On importe 75% des fèves de cacao aux Pays-Bas. On les transforme ou on les exporte tout de suite après. Et on veut se baser là-dessus. Mais on veut aussi ajouter des solutions qui sont plutôt gagnantes pour votre pays. Et vous savez qu'il y a une politique, une nouvelle politique sur la transformation locale dans le pays pour aider les producteurs. C'est exactement ce qu'on veut faire chez vous avec les solutions néerlandaises combinées et co-créées avec vous pour que vous puissiez et que vous êtes capable de transformer les fèves de cacao ici localement et ensuite les exporter. Comme ça, la valeur reste dans le pays. Bâtir un partenariat gagnant-gagnant. Herman. Votre pays donc, est le premier client de la Côte d'Ivoire en termes de premier acheteur de cacao de la Côte d'Ivoire. Que comptez-vous faire justement pour que les paysans respectent le protocole DRD, c'est-à-dire le différentiel de revenus décent? Alors, ce qu'on veut ajouter, on va lancer pendant le Sahara, donc le jour des Pays-Bas, c'est le 30 septembre. On va lancer un grand programme qui s'appelle Orange Cocoa Pro. Et c'est exactement visé à ça, donc aider les petits producteurs à gagner un revenu décent, mais aussi en transformant le cacao localement. Donc en créant des usines pour d'abord créer des produits basés sur les fèves de cacao, et en même temps de créer des écosystèmes autour pour aussi mettre à valeur les biodéchets qui normalement sont jetés, donc les cabasses, tout ce qu'on jette normalement qui produit en plus des gaz à effet de serre, donc qui contribue au problème et au changement climatique. Mais on veut ajouter des technologies et comme ça les petits producteurs peuvent gagner à travers la transformation, à travers la circulation, comment dire, l'économie circulaire autour dans ce système. Alors dites-nous, monsieur Kabinga, qu'est-ce que un événement comme le Sahara peut représenter dans ce que vous voulez mettre en œuvre? Parce que en quoi est-ce que c'est un rendez-vous qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Absolument, oui. Donc on attend 120 entreprises qui vont visiter le pavillon néerlandais. On a un grand pavillon de 350 mètres carrés au milieu du hall 1 du Sahara, auprès de l'aéroport. Il y aura 30 grandes entreprises néerlandaises qui vont venir avec 50 entrepreneurs dans la première mission. Puis il y aura des start-up et des scale-up, des boîtes qui vont venir de toute la sous-région pour se présenter aussi à travers nos pavillons aux Ivoiriens, aux producteurs, mais aussi aux visiteurs qui vont venir de toute la sous-région ensemble. Mais aujourd'hui, le fait qu'avec tout ce que vous venez de dire, vous êtes premier partenaire et autres, est-ce que les Pays-Bas aujourd'hui, il y a de la formation à l'endroit des artisans, des paysans ivoiriens, quand on sait qu'aujourd'hui, on a une pénurie de riz au niveau de l'Inde, et ça se répercute sur nous ici. Qu'est-ce que vous comptez faire avec votre expertise que vous avez chez vous, par exemple? Alors, on a deux programmes. Je parlais du programme Orange Cocoa Pro. Ça, c'est sur le cacao. Mais il y a un autre programme qui s'appelle Ortinor. Il se base sur un petit projet qu'on mène en ce moment à Tiébissou, au nord de Yamoussoukro. C'est un projet de formation dans le domaine de l'horticulture. Et on a entraîné maintenant une centaine, 150 de jeunes
dans ce domaine, plus spécifiquement dans l'hors-sol, la production hors-sol de tomates, de concombres, d'aubergines, etc. Ça fonctionne très bien. Les jeunes sont très enthousiastes. Donc, ce qu'on va faire maintenant dans le programme Hortinor, c'est pas trop loin dans les districts autonomes de Yamoussoukro, de monter un projet beaucoup plus grand pour former les jeunes, pas seulement dans la production hors sol, mais aussi en plein champ. Et ce qu'il faut ajouter aussi, j'ai vu votre émission juste avant sur le problème des pesticides, c'est vraiment un très grand problème. Donc on veut aussi ajouter des solutions agroécologiques, parce que là, la nature, la biodiversité est la base de notre système alimentaire. Donc il faut vraiment qu'on se base sur comment fonctionne la nature et intégrer ces solutions dans la production, dans les vies des petits producteurs. Isabelle? Alors, les Pays-Bas, en fait, sont les numéros 1 dans le système agricole et vous basez justement votre réussite sur l'agriculture durable. Est-ce que vous pensez que c'est possible en Côte d'Ivoire? Oui, certainement. On voit déjà à travers ce projet qui s'appelle Hortivoire que la production augmente. Donc des tomates, par exemple, 4 fois plus qu'on voit normalement dans ce pays. Et cela est d'une façon beaucoup plus durable parce qu'on gère les pesticides, les intrants dans la production d'une bonne manière. Et en plus, ça donne la possibilité de devenir beaucoup plus indépendant. Et c'est ça le thème du SARA, c'est de devenir plus résilient face aux chocs internes et externes que vous avez dans ce pays, mais qu'on partage aussi avec vous. Donc le changement climatique, la crise de la biodiversité, même la guerre en Ukraine qui pose un problème parce que les intrants sont devenus beaucoup plus chers. Et en le faisant beaucoup plus localement, en ajoutant par exemple aussi avec les biodéchets qu'on peut traiter et qu'on peut réutiliser comme compost, comme fertilisant dans le même système horticole, je crois que ça va être plus durable, plus résiliente à la fois. Élisée Boulouboum. D'accord. Tout à l'heure, lorsque vous interveniez, vous aviez parlé de la volonté de votre pays d'aider la Côte d'Ivoire dans sa volonté de transformation de sa matière première, notamment le cacao. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement aujourd'hui à quelle échéance cela est prévu? À quelle échelle? À quelle échéance c'est prévu? C'est-à-dire, vous pensez que cette coopération pourra être mise en œuvre quand, pour qu'on puisse avoir des usines de transformation effectivement de notre matière première? À partir de l'année prochaine. Donc, on lance le projet pendant le SARA. On a déjà tous les partenaires alignés, tous les coopératives de producteurs locaux et surtout des femmes. Je dois ajouter, parce que c'est pas seulement l'année de la jeunesse, mais je pense aussi l'année de la femme, parce qu'on veut vraiment qu'elles soient intégrées dans les projets. Donc c'est ça l'idée, déjà à partir de l'année prochaine de le faire. Et on vise vraiment une échelle beaucoup plus grande. Donc on a un partenaire qui s'appelle Invest International. Donc c'est une banque de développement des Pays-Bas qui investissent dans le domaine public, qui font déjà partie du programme pour qu'on puisse vraiment agrandir nos activités dans les années à venir. Herman? De sources sûres ou pas sûres, il est indiqué que le cacao est acheté à 1940 francs CFA le kilogramme au Cameroun, alors qu'en Côte d'Ivoire, on est environ à 900 francs CFA. Qu'est-ce qui explique cela, puisque vous êtes, la Hollande est le premier acheteur du cacao ivoirien? Alors là, je dois avouer, je ne suis pas l'expert dans le domaine du cacao. Il faut vraiment demander quelqu'un qui est dans le secteur. Mais est-ce que c'est une information que vous avez peut-être entendue, non? Non, je m'attends à les experts disent que le prix va augmenter. Ils vont lancer le nouveau prix comme au Ghana qu'on vient de lancer la semaine dernière. Qu'on va présenter le dimanche, le 1er octobre, pendant le jour du cacao mondial. Donc j'attends aussi les nouvelles. Très bien. Élisée. On sait que votre pays est premier en matière d'innovation agricole. Aujourd'hui, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, vous qui êtes conseiller agricole sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal, dans quel secteur, à votre avis, on pourrait implémenter cette technologie que vous avez, cette innovation qui vous caractérise, et dans quel secteur agricole au niveau de la Côte d'Ivoire on pourrait implémenter cela, quand vous regardez? Je pense dans vraiment plusieurs secteurs, mais nous, en tant qu'ambassade et en tant qu'en Pays-Bas, il faut quand même qu'on se focalise sur 2 secteurs, donc le cacao et l'horticulture, mais en même temps, pour les noix de cajou, la riziculture, en fait, on était très actifs il y a 20 ans dans ce secteur avec nos instituts de recherche qui venaient au nord du pays
pour aider la production. Et je sais qu'en ce moment, c'est un défi très, très grand. Mais pour nous, l'horticulture et le cacao sont les secteurs prioritaires en ce moment. On sait par exemple que la Hollande accompagne, dans le cadre du projet Benkadi, à ce que les populations soient résilientes aux questions de déforestation et même des raisons côtières. Mais concernant la déforestation, on sait bien que la déforestation enregistrée dans ce pays, les pics sont énormes. Oui. Comment réagissez-vous sur la question? Surtout que c'est en termes de la cacao-culture qui permet à ce que cette déforestation-là soit accrue. Oui, alors moi je travaille pour le ministère de l'Agriculture, de la Nature et de la qualité alimentaire. Donc la nature, ça fait partie de mon travail, de préserver la nature, la biodiversité. Et une des solutions sur lesquelles on veut viser, c'est l'agroforesterie. Donc d'intégrer les solutions de la nature dans la production du cacao, dans ce cas-ci, pour que le système devienne beaucoup plus résilient. Si vous comprenez. Donc, absolument. Très bien. Alors, merci en tout cas pour tout cet éclairage. Il faut juste rappeler que la 6e édition donc, du SARA, qui est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, aura lieu donc du vendredi 29 septembre au dimanche 8 octobre prochain. Et à ce rendez-vous-là, vous avez donc une méthode à vous, je souhaiterais qu'on en parle. Vous ramenez beaucoup comme ça de vos industriels, des gens qui vont coopérer. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont déjà des contacts avec des opérateurs ivoiriens, ils sont en train de travailler sur des projets, comme disait Élisée, qui pourraient voir le jour assez rapidement? Quel est le niveau justement de coopération à ce niveau-là, au niveau entre les privés? Alors, je pense, il y a déjà, dans le secteur du cacao, on est déjà liés très, très fortement. Là, il n'y a pas de doute. Dans le secteur de l'horticulture, on vient de commencer, ça fait depuis quelques années qu'on a ce projet hortivoire au nord, mais l'intérêt est énorme. Donc, on ne voit pas ça toujours qu'on a une mission de 30 entreprises qui viennent des Pays-Bas dans un pays francophone. Oui. Normalement, on ne parle pas français, donc là, ce sont les exceptions du monde commercial qui vont venir, mais l'intérêt est énorme. Donc, pendant le SARA, on organisera des sessions de matchmaking, des ateliers pour créer ces nœuds entre nos partenaires. Monsieur Kubinga, une autre question. Parlons, on dit comme ça très souvent l'expression, les agriculteurs sont parfois délaissés dans les grands rendez-vous mondiaux où on parle de leurs problématiques. Comment vous avez, vous, influencé les choses, notamment le commissariat général, pour qu'il y ait plus d'agriculteurs, ceux-là même qui sont concernés par la question, plutôt que de gros intellectuels? Et qui exposent vraiment leur réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, leur présence sera vraiment remarquée? Les agriculteurs, c'est de ce qu'il s'agit. Ils seront là à ce rendez-vous. Est-ce que vous avez influencé les choses à ce niveau? Surtout les jeunes donc des instituts de recherche, des universités, de l'INFPA, de l'INPHB, on les a tous invités en fait parce que c'est les jeunes qui devront faire le travail. Donc on veut vraiment on les invite à travers le comité, à travers nos propres réseaux et qu'ils viennent et qu'ils se rendent compte que dans la campagne, dans la production agricole, c'est ça l'avenir pour eux-mêmes, pour leur pays. Donc oui, absolument. Élisée. À quoi est-ce que les visiteurs pourront s'attendre au niveau de votre stand lors du SARA? Qu'est-ce que vous avez prévu nous montrer? Qu'est-ce que vous avez prévu faire découvrir aux agriculteurs ou aux passionnés de la question de l'agriculture? D'accord. Donc on a un grand pavillon de 350 mètres carrés à l'intérieur. Mais à l'extérieur, on a aussi deux exemples beaucoup plus concrets de ce qu'on veut faire. Donc d'abord, il y aura une serre basée sur le même principe hors sol qu'on utilise dans le projet déjà mentionné, que les gens peuvent vraiment même goûter, toucher les tomates qui sont plus fortes, qu'on peut stocker pendant 2 semaines sans qu'ils pourrissent, et voir la qualité de la production qu'on peut avoir ici dans le pays. Ça, c'est un exemple. Et l'autre, c'est une petite boîte que vous trouverez dans les districts de Yamoussoukro qui s'appelle l'ONO. C'est un vrai mariage entre les deux pays, ivoiro-néerlandaise. Et c'est eux qui traitent les biodéchets. Et ils en font des composts, des fertilisants, du biogaz même. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut goûter, qu'on peut voir, qu'on peut toucher.
Vraiment, nous vous remercions d'être venus chez nous pour lancer notamment, puisqu'on va ouvrir cela donc sur le Grand Talk. Toute cette période, on va parler beaucoup d'agriculture, du Sahara, qui est un rendez-vous très important qui aura lieu donc du 29 septembre au 8 octobre prochain. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci en tout cas de nous avoir fait l'amitié de venir nous voir. Merci. On n'oublie pas le partenariat, le dialogue entre les peuples, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous en faisons la promotion, Christelle. Voilà, et bien écoutez, on a eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Vous également, mais aussi avec nos amis téléspectateurs. Merci Isabelle, Élisée, Daouda, Herman. On se retrouvera, André, donc demain pour un grand talk. D'ici là, les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.